Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13 européen. Voici le sommaire. Martin Runga, ce nom est devenu en quelques jours le symbole d'une justice éprouvée et d'une indignation impliquant la police républicaine dans une affaire difficile à élucider. Il aurait été abattu par les éléments de la police républicaine dans la nuit du lundi 4 septembre 2023. À suivre dans un instant le condensé des réactions dans le monde des artistes, des médias, des influenceurs, des politiques, mais aussi des étudiants. Et puis ensuite, l'acteur politique Bertin Korvi plaide pour une réouverture rapide des frontières entre le Niger et le Bénin. À cet effet, l'acteur a organisé une rencontre privée avec plusieurs couches sociales des communes de Kandi, Karimama et Malanville, durement touchées par cette crise. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée à Malanville, il a lancé un vibrant appel au chef de l'État pour un dénouement de la situation qui, selon lui, va soulager les peines des populations de ces villes frontalières. Et puis enfin, Peace ONG est toujours dans sa dynamique d'apporter de la joie partout sur le territoire national. Cette année 2023 a vu se tenir la 5e édition de la finale du tournoi de football dénommé Vacances dans la commune de Komassé entre Toribocito Football Club et Komassé Football Club. Le vainqueur annonce Toribocito Football Club. Voilà pour le sommet de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, un jeune nommé Martin Runga est au cœur d'une grosse polémique à Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Âgé de 18 ans, il aurait été abattu par les éléments de la police républicaine dans la nuit du lundi 4 septembre 2023. Un flou entoure sa disparition puisque la police indécée n'est pour le moment pas disposée à éclairer l'opinion publique sur cette affaire. Les parents de la victime, eux, exigent que la lumière soit faite sur ce drame qui suscite indignation au sein des populations de Révier. Voici pour l'instant ce que nous pouvons comprendre des circonstances dans lesquelles la tragédie est intervenue. Reportage. Tristesse et consternation dans cette maison située quelque part à Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Petits comme grands, même les animaux de compagnie sont affectés par la tragique nouvelle. Martin Runga serait porté disparu depuis quelques jours et pour certains, les plus pessimistes sans doute, le jeune soudeur de 18 ans aurait été abattu par les éléments de la police républicaine. Son oncle et sa maman, sous le choc, ne s'en reviennent toujours pas. Ils ont dit qu'ils ont tiré sur mon fils, alors qu'il n'a pas de mauvaise fréquentation. Il ne s'occupe que de son travail. Étant orphelin de père, je suis la seule à m'occuper de lui. C'est vraiment choquant ce qu'on lui a fait. Est-ce que c'est ce que le gouvernement leur a demandé? Ce que je réclame, c'est le corps de mon fils. Toute la famille est sous le choc. J'ai vraiment mal car c'est un petit que j'aime beaucoup. Ma douleur est double pour le fait qu'il soit tué et que le corps soit confisqué. Nous avons besoin de son corps. Mon fils n'est pas un voleur et voilà qu'ils ont mis un terme à sa vie. Tout serait parti d'une interpellation de Martin et son frère par les agents de la police républicaine le lundi 4 septembre 2023. Selon Fernand, qui était sur la même moto que Martin, le conducteur de taxi-moto qui les transportait aurait refusé d'obtempérer, se sentant déjà en infraction avec 2 clients sur sa moto un peu après 0 heure. Les policiers, quant à eux, auraient engagé une course-poursuite avec les jeunes. Mais Martin, pris de panique, va abandonner son frère ici et prend ses jambes au cou, mais il sera rattrapé quelques minutes plus tard. Cette dame a suivi toute la scène. Ce sont les voleurs, tous sont... tirer d'abord. Dans la course, le conducteur a trouvé une petite vent et a ralenti pour y accéder. C'est en ce moment que mon frère a sauté de la moto et s'est mis à courir. Quelques instants après, j'ai entendu 2 coups de feu, mais le Zema continuait avec moi à la maison. C'est ainsi que j'ai raconté l'histoire aux parents, mais ils ne savaient pas si mon frère était encore vivant ou arrêté par la police. Nous apprenons souvent qu'on arrête les voleurs et les conduits au commissariat, mais les abattre de cette façon, c'est vraiment triste.
Au lendemain de la tragédie, le chef village de Sogan, Hevier, où le jeune aurait été abattu, dit n'avoir été informé que sur les réseaux sociaux. Avec ses collègues, ils entament une démarche d'apaisement des parents et proches du jeune, dont les contours de la disparition restent flous. Nous sommes 9 chefs village à Hevier. On s'est réunis, nous avons même conseil d'arrondissement, on a boycotté. Compte tenu de ce que dit la population, on a boycotté. Nous sommes allés rendre visite à la famille éplorée. Malgré cette démarche, les commentaires sur les réseaux sociaux accusent le chef village et la police. L'homme aurait été contacté par le duo policier en question pour s'assurer qu'il n'a aucun lien avec Martin. Mais sa réponse au policier aurait été fatale pour le jeune. Et une dame de la maison m'a indexé pour dire que le commissaire m'a appelé, que l'enfant était dans l'agonie et que le commissaire m'a appelé pour dire que CV vient. Le petit me disait qu'il me connaît. Moi, j'ai dit au commissaire de l'abattre. Alors, je ne sais pas là où la situation, là où on a abattu l'enfant dans mon village. Je suis allé déjà porter plainte contre elle pour diffamation à ma personne. Puisque j'ai des gens à l'étranger qui ont commencé par m'appeler pour dire que CV. Qu'est-ce qui ne va pas? Martin Hunga est l'aîné de sa maman, aujourd'hui en détresse. Le jeune de 18 ans a fini sa formation de soudeur et se prépare pour obtenir son diplôme. Ses parents inconsolables réclament justice et surtout le corps de leur enfant au fin de faire leur deuil comme le recommandent les rites de la famille. Le commissaire de Hevier, quant à lui, dit ne pas être en mesure de se prononcer sur cette affaire si ce n'est sur autorisation de sa hiérarchie. Alors, qui a réellement abattu Martin Hunga et pourquoi? Des questions auxquelles les juridictions compétentes sont appelées à répondre. Il faut ensuite préciser que la rédaction en chef de Canal 3 Télévision a échangé avec le commissaire de Hevier pour justement tenter d'avoir sa version des faits. Ce dernier a tout simplement décliné l'offre en affirmant, je cite, « Rapprochez-vous de la hiérarchie policière sans autorisation, ça ne me protège pas ». Et puis je vous le disais, Martin Runga, ce nom est devenu donc en quelques jours le symbole d'une justice éprouvée et d'une indignation impliquant donc la police républicaine dans cette affaire difficile à comprendre. Il aurait été donc abattu par les éléments de la police républicaine dans la nuit du lundi 4 septembre 2023. À suivre dans ce récit le condensé des réactions dans le monde des médias, des artistes, des influenceurs, des politiques, mais aussi des étudiants. C'est une avalanche de réactions qu'on enregistre sur les réseaux sociaux suite à la mort du jeune Martin Hunga. Disparu depuis quelques jours, il aurait été abattu par des éléments de la police républicaine à Hevier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Les internautes n'ont pas attendu la version officielle des responsables de la police pour se prononcer. L'artiste Fanico, sur sa page Facebook, par exemple, invite les autorités à faire la lumière sur l'affaire. Nous demandons instamment une enquête approfondie et transparente sur cet incident. Il est impératif que la vérité soit établie et que les responsables soient tenus pour compte, va-t-il écrire. Un autre artiste, Bobo Way, en appelle également à la responsabilité des membres du gouvernement. En tant que représentant du gouvernement, vous avez le devoir de garantir la sécurité de tous les citoyens et de veiller à ce que la justice soit rendue de manière équitable, va-t-il poster. Tiaf, quant à lui, a posté une image du jeune homme avec pour légende « Justice pour Hunga Martin ». L'association des jeunes juristes, diplomates et politistes du Bénin, à travers un communiqué publié sur leur page Facebook, déplore l'incident et exige que les autorités publiques brisent le silence sur les circonstances de ce drame et sur l'avancée de l'enquête si bien évidemment elle était ouverte. La journaliste et web activiste Angela Kpeidja a également donné
son avis sur le sujet. Sur sa page Facebook, elle s'interroge aussi sur les vraies circonstances de ce drame et partage la douleur de la mère de Martin Runga. Hugues Koman-Sosukwe, web activiste, s'est invité dans le débat sur la disparition assez controversée de jeune Martin. Il dénonce sur sa page Facebook ce qu'il qualifie de silence de l'autorité sur l'incident. Tant de réactions sur la mort de jeune Martin Runga, âgé de 18 ans, dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour l'heure, aucune réaction émanant ni de la police républicaine, ni des autorités à divers niveaux. Le frère aîné de la victime, joint par la rédaction de Canal 3, affirme que les choses n'ont pas avancé de leur côté quant à la réclamation de sa famille d'avoir le corps pour faire le deuil. Dans un autre volet de ce 13h au Bénin, dans une correspondance adressée aux maires et aux secrétaires exécutifs des mairies, le président Patrice Talon interdit tous travaux urbains d'embellissement à l'occasion des fêtes. De quoi retourne concrètement cette décision date du 5 septembre 2023. Voici le récit de la rédaction. Peinture sur les troncs d'arbres, les terre-pleins centraux ou même sur les bordures des trottoirs à l'approche de la fête nationale et des fêtes de fin d'année, c'est désormais interdit. Les citoyens des villes ne verront plus ces signes annonciateurs des grandes célébrations au Bénin. Plus de peinture d'embellissement au niveau de ces espaces. À travers une correspondance adressée aux maires et aux secrétaires exécutifs des mairies, en date du 5 septembre 2023, le chef de l'État, Patrice Talon, interdit formellement les peintures sur les bordures des trottoirs, des troncs d'arbres et des terre-pleins centraux. Ceci dans toutes les communes du Bénin. Cette même note instruit les préfets à la veille de l'application rigoureuse des consignes du président de la République. Et puis on s'interroge à présent, le chef de l'État, dans une correspondance adressée aux maires et aux secrétaires exécutifs des mairies, interdit donc le badigeonnage des troncs d'arbres urbains, des terre-pleins centraux et des bordures, des trottoirs dans le cadre de la célébration de la fête nationale et des fêtes de fin d'année. Alors qu'est-ce qui peut motiver la prise d'une telle décision? Pour comprendre, nous avons interrogé un spécialiste des questions de décentralisation. Voici sa réponse. Cette correspondance du chef de l'État appelle une observation de forme et une observation de fond. Sur le fond, je pense que nous sommes dans un pays en développement où les priorités ne sont pas forcément d'investir des ressources locales dans ces travaux-là. Si ces communes-là avaient l'habitude de solliciter l'avis de leurs citoyens, si ces communes-là avaient l'habitude de demander à leurs citoyens leur avis, je crois qu'à une majorité écrasante, les populations de ces communes auraient déconseillé d'investir dans ces travaux-là. Donc, sur le fond, le chef de l'État a raison de rappeler cette interdiction, simplement parce que d'autres priorités existent, d'autres services publics ont besoin de ces ressources-là pour que les populations puissent avoir un niveau amélioré de services sociaux de base. La décentralisation, c'est l'État qui décide de la faire, et donc c'est de la responsabilité de l'État aussi de veiller à ce que la bonne gouvernance soit de mise. Et donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de polémique à faire. Sur la forme, c'est vrai que depuis 2003, je n'ai jamais vu une correspondance du chef de l'État en direction des maires, en direction des secrétaires exécutifs ou des collectivités territoriales. La doctrine et la jurisprudence ont évolué aussi, et on admet quand même que les contributions pour améliorer la gouvernance locale sont de mise, même si ces contributions viennent du pouvoir central. Je crois aussi que sur les questions de bonne gouvernance, d'amélioration de la gouvernance locale, on peut comprendre que celui qui est le patron de l'autorité de tutelle puisse aussi décider d'une manière ou d'une autre d'adresser directement une correspondance aux collectivités territoriales, surtout si c'est une question
qui, à mon avis, je vous l'annonçais en titre, l'acteur politique Bertin Kovi plaide pour une réouverture rapide des frontières entre le Niger et le Bénin. À cet effet, l'acteur politique a organisé une rencontre privée avec plusieurs couches sociales des communes de Kandi, Karimama et Malanville, durement touchées par cette situation. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée à Malanville, il a lancé un vibrant appel au chef de l'État pour un dénouement de la situation qui, selon lui, va soulager les peines des populations de ces villes frontalières. La rencontre a été sanctionnée par une prière musulmane dite sur place à l'intention du chef de l'État, mais aussi pour la préservation de la paix au Bénin. Reportage. En lieu et place d'une manifestation officielle, c'est à une rencontre privée que Bertin Kovi, acteur politique et partisan de la réouverture des frontières béninoises, a convié les populations de Malanville, Karimama et Kandi ce vendredi 8 septembre 2023. Dans un domicile privé, il a rencontré les populations de ces trois villes, acquises à sa cause et a, au cours de la séance, délivré un message dans lequel il a appelé ces derniers à plaider pour la réouverture des frontières auprès du chef de l'État béninois Patrice Talon. Je n'ai aucun camion qui soit bloqué. Je n'ai aucune marchandise. Je n'attends aucun électeur ici. Je ne suis même pas si je suis candidat à quoi que ce soit. Mais par amour pour vous, je dirai ce que personne n'a le courage de dire, que chacun dit dans sa chambre. Parce que Dieu va parler par ma bouche. Et Dieu va toucher le cœur du président Patrice Talon. Car tout est entre ses mains. S'il nous laisse mourir, c'est que Dieu aura voulu. Si Dieu veut qu'il nous sauve, il va nous sauver. Et j'ai confiance que Dieu va toucher son cœur. Vous qui êtes des sages de l'islam, vous connaissez la sourate 105, l'éléphant. Mais Dieu est intervenu pour nous sauver la Kaaba. Il fera la même chose pour Malanville. Il enverra les oiseaux combattre ceux qui combattent Malanville. Il empêchera les 13 éléphants de marcher sur Malanville. Parce que nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de pouvoir manger. Et j'ai toute confiance en Dieu, lui qui a permis que je sois ici aujourd'hui. D'ailleurs, les banderoles confectionnées à cet effet résument à suffisance les intentions de l'organisateur de cette rencontre. Les messages inscrits se résument essentiellement aux préoccupations et difficultés des populations de ces différentes villes frontalières au Niger. Tout en témoignant leur entier soutien au président Patrice Talon, Bertin Kovi et l'ensemble des participants à cette réunion plaident pour que les frontières entre le Niger et le Bénin soient réouvertes au plus vite. Changez votre caractère. Allah fera en sorte que des situations se tournent en votre faveur cette semaine. Si vous honorez avec un discours gracieux et un cœur pur le roi que Allah a placé sur votre chemin. C'est pour ça que nous honorons Patrice Talon avec un cœur pur. Cette rencontre a été sanctionnée par une prière musulmane dite sur place. Après la séance, Bertin Kovi et plusieurs autres participants à cette rencontre se sont rendus à la mosquée Blanche, à Tacitedi, l'un des quartiers de la ville de Malanville, pour poursuivre la prière qui, selon lui, permettra au président Patrice Talon d'accélérer le processus de réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Parlons éducation à présent, renforcer les compétences éducatives et les pratiques pédagogiques des enseignants dans le but d'améliorer et de consolider les capacités du personnel d'encadrement des 10 enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques. Voilà en outre l'objectif que vise la nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres en vue donc des travaux pratiques sur le terrain de cette phase 2022-2026 sur le terrain. Une séance de travail a été initiée et organisée à Natitengu pour le compte de la Takora en faveur des acteurs éducatifs. Objectif: informer, sensibiliser et installer le comité départemental dans le cadre de la mise en œuvre du dit programme. Reportage. Après les résultats concluants issus des phases d'expérimentation et de déploiement conduites de 2008 à 2010 et de 2011 à 2014, il était souhaité qu'une autre phase vienne consolider les acquis. C'est donc pour préparer le lancement pratique de la nouvelle phase 2022-2026 de l'IFADEM, entendez Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, que se tient cette séance d'information, de sensibilisation et d'installation
du comité départemental de l'IFADEM à Natitengu pour le compte de la TACORA. L'IFADEM, c'est un programme qui nous accompagne dans le renforcement de capacités des enseignants, beaucoup plus les enseignants titulaires du CEAP, les enseignants titulaires du baccalauréat. Nous recevons l'accompagnement de ce programme pour conduire ces enseignants vers la professionnalisation en vue d'obtenir leur certificat d'aptitude pédagogique. Essentiellement, il s'agira de former ces enseignants à travers une approche hybride. Il y aura des regroupements en présentiel et il y aura également des interactions avec eux à distance à travers une plateforme que nous allons développer avec des spécialistes en la matière. Le programme IFADEM traduit l'engagement du ministère des enseignements maternels et primaires à améliorer la qualité des apprentissages et les performances du système éducatif. Une initiative qu'apprécie le DEDAMP à TACORA. Je me réjouis du choix de notre département, la TACORA, comme bénéficiaire de ce projet au regard de l'importance de cette initiative dans l'amélioration des conditions d'apprentissage et d'enseignement. J'invite tous les participants présents à cette séance à une attention particulière pour les informations qui leur seront apportées, à la sensibilisation dont ils vont bénéficier. 5 départements, dont la Libori, le Borgou, la Donga, le Koufo et la Takora, seront impactés par ce programme financé par le partenaire du développement Belgique, l'OIF, l'IFEF, l'AUF et l'APF. IFADEM vise la formation continue des enseignants et APF est bien dans cette disposition-là, accompagner la formation continue des enseignants. Mais au-delà, APF va soutenir la formation même des directeurs et la formation aussi des inspecteurs et des conseillers pédagogiques. Tout ceci pour améliorer les résultats scolaires des apprenants. Alors, ces différents axes transversaux d'intervention qui ont été intégrés à IFADEM nous amènent justement à porter ce programme-là. À la fin de cette séance faite de communication, un comité départemental de 9 membres a été installé, ayant à sa tête le DEDAMP à TACORA. Il faut noter que la tournée des responsables de l'IFADEM à travers les départements concernés a démarré le lundi 4 septembre dernier à Parakou et prendra fin ce vendredi à Aplaoui. Nous parlons politique dans la suite de ce 13h robinaire. Les députés du parti Union progressiste Le Renouveau rencontrent depuis le 6 septembre dernier les militants et militantes sur l'ensemble du territoire national. C'est dans le cadre d'une mission de reddition de comptes prévue par le bureau politique de cette formation politique. Et ce vendredi, ce sont les militants de la première circonscription électorale regroupant les communes de Malanville, Karimama et Kandi qui ont accueilli leurs 3 élus. La première étape de cette tournée s'est déroulée dans la salle de réunion de l'arrondissement central de Malanville. La délégation des honorables députés de l'UPR était conduite par le trésorier général du parti. Reportage. Lancé le 6 septembre dernier à Toviklen dans le département du Koufo par le président du parti Union progressiste Le Renouveau Joseph Djokbenou, la mission de reddition de comptes des députés de cette formation politique se poursuit. Et ce vendredi 8 septembre 2023, ce sont les militants et militantes de la première circonscription électorale qui ont accueilli en grande pompe leurs représentants à l'Assemblée nationale. Dans la salle de réunion de l'arrondissement central de Malanville, Djamila Sabi Mohamed, Issa Salifou et Labiou Amadou Djibril, les 3 députés UPR de cette circonscription électorale, accompagnés de leurs collègues Domitien Ouemou, Laza Sekhueto et des suppléants députés à l'Assemblée nationale ont fait le point de leurs activités durant la période du 12 février au 12 juillet 2023. Cette première rencontre officielle entre les députés et militants du parti Union progressiste Le Renouveau était aussi une occasion pour les honorables députés à l'Assemblée nationale de recueillir les différentes préoccupations des populations avant la session prochaine qui sera consacrée au vote du budget de l'État. Le groupe parlementaire a ainsi décidé
avec l'appui du parti, procéder à la reddition du compte, parce que vous nous avez envoyé là-bas, il faudrait qu'on revienne rendre compte de ce que nous avons fait depuis le 12 février, où on nous a appelés à Porto-Nouveau, jusqu'au 12 juillet 2023. Lors de la reddition de comptes, nous avons parlé quand même des questions orales que nous avons adressées au gouvernement en ce qui concerne le drame au niveau de Dassa et de Tofo, et également au niveau en ce qui concerne le terrorisme. Alors le terrorisme, nous savons qu'ici à Karimama, les difficultés sont énormes. Nous avons eu des tueries, nous avons eu des écoles fermées. Alors les échanges ont porté sur comment faire pour que les enfants puissent retourner dans leur classe. Et également, quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour que le terrorisme connaisse vraiment du recul. Et il faut rappeler que comme question orale avec débat, nous en avons eu un seul, et c'est concernant le CNHU de Cotonou, qui est vraiment criard, et nous avons voulu vraiment que ça soit une question orale avec débat, afin que les députés que nous sommes, nous puissions échanger vraiment avec le gouvernement. Puisqu'il s'agit d'une séance de reddition de comptes, les actions personnelles et collectives menées par les députés de ce parti ont été exposées à l'assistance. Sur la situation au Niger et la position du Bénin, l'honorable Issa Salifou a tenu à rendre les choses claires. Je vais vous dire que le président Talon, dans sa déclaration, a parlé de guerre et ça fait un tollé. Mais sachez qu'aucun Béninois ne veut faire la guerre contre le Niger. Aucun. Il n'y a qu'un militaire qui est prêt à aller faire la guerre. Celui qui dit ça a menti. Et je parle sous contrôle du président de la République. Sur le plan diplomatique, avec la pression des uns et des autres, le président est obligé de dire certaines choses. Mais dire que le Bénin va faire la guerre contre le Niger, c'est faux. Ça c'est un. Deux, si le Bénin veut faire la guerre contre le Niger, ils vont passer par où? Par Karimama ou Manaville. Vous croyez que nous on va laisser faire? Aucun militaire ne peut passer par Manaville ou Karimama pour attaquer le Niger. C'est pas possible. D'abord, ce n'est pas dans l'agenda du président de la République. Ce n'est pas dans son agenda. Précisons que cette mission de reddition de comptes va se dérouler dans toutes les circonscriptions électorales et prendra fin le 21 septembre prochain, conformément à l'agenda établi par la direction de la formation politique. Et pendant ce temps, au bloc républicain, les militants de cette formation politique ont tenu, bien entendu, le congrès extraordinaire ce samedi à Cotonou. Une rencontre qui a donc permis de revisiter les textes fondamentaux qui régissent le parti, l'élargissement des membres du bureau politique et bien d'autres actions. Reportage. La relecture des textes fondamentaux et l'élection d'un nouveau bureau politique sont les principales activités ayant meublé ce congrès extraordinaire du parti Bloc républicain. Venus de tous les départements du Bénin, les militants sont unanimes sur l'importance de la remobilisation de cette formation politique. Camarades militantes et militants, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer qu'au terme des travaux du congrès ordinaire, notre parti s'est doté d'une structure opérationnelle au sein du bureau exécutif national. Désormais, notre parti est dirigé non pas par un secrétaire général, mais par un président du parti que je vous dis d'accueillir. C'est un motif d'assurance que notre parti aborde une nouvelle saison politique. Et je suis heureux et fier de ce que chacun de nous a pu accomplir au cours des semaines passées. Fier pour
notre engagement politique à tous, fiers pour le sens de responsabilité et fiers pour le nouvel élan que nous prenons ensemble ce jour, samedi 9 septembre 2023. Ce congrès extraordinaire vient donc donner une nouvelle base au parti du cheval cabré qui ambitionne de devenir la formation politique la plus représentative, ce qui justifie l'élargissement du nombre des membres des instances dirigeantes constituées de jeunes hommes et femmes capables de redonner vie au parti. On a adopté qu'il faut élargir le bureau politique à toutes les personnalités du parti, notamment les députés S-qualité, les membres du gouvernement S-qualité, les maires S-qualité, les coordonnateurs de communes S-qualité, les suppléantes des femmes élues et des personnalités reconnues pour leur grande contribution à la vie du parti. Je veux vraiment reconnaître la grande ouverture qui s'est faite pour apporter dans cette instance la plus haute du parti de nombreux jeunes, de nombreuses femmes. Faire partie de l'équipe dirigeante d'un groupe et plus encore d'un parti politique est la célébration du mérite, la reconnaissance de votre engagement, mais surtout de gros défis que le Bloc républicain vous confie. Le bureau politique est le laboratoire national du parti d'où se prennent les décisions. Cela exige de chaque membre un certain nombre de valeurs morales et sociales. Et je veux nous inviter à un travail d'équipe pour impacter la dynamique qui se crée à la base. Les nouveaux défis du parti nous demandent de redoubler d'efforts sur le terrain. Et j'ai l'intime conviction que nous mesurons tous la grandeur et l'étendue de notre responsabilité. Cette rencontre de remobilisation du Parti Bloc républicain est un acquis pour les militants. De gros défis restent donc à relever pour l'enracinement du parti sur l'échiquier politique national. La préservation de la paix dans notre pays et l'épanouissement des citoyens préoccupent l'honorable Célestin Roussou, élu du Parti Les Démocrates de la 20e circonscription électorale. C'est pourquoi il a initié dans la commune d'Apromis-Rété une prière afin d'invoquer la bonté de Dieu sur le Bénin. Cette séance de prière qui a connu la participation de plusieurs responsables du parti, dont le président Éric Rondetti, a été également l'occasion de remobiliser les troupes. Le point dans ce reportage. Forte mobilisation des militants des 5 communes de la 20e circonscription électorale autour de l'honorable Célestin Roussou pour une prière pour la paix pour la nation et par-delà les frontières, la libération des militants démocrates gardés en prison, dont Rekia Madougou et Joël Aïvor, et la concrétisation des aspirations du Parti Les Démocrates. La séance de prière qui nous réunit ce jour est inspirée par 3 raisons fondamentales. La première raison est fondée sur la situation socio-politique actuelle dans notre pays. En effet, depuis 2019, notre pays, le Bénin, traverse une période de tumultueux. Les populations essoufflées et menacées dans leur existence réclament aux cris sonores leur liberté. Elles crient à la souffrance, elles crient à la cherté de la vie. Le désespoir gagne au jour le jour notre jeunesse. Mesdames et messieurs les invités, permettez-moi d'attirer l'attention du gouvernement du président Patrice Talon sur l'état psychologique actuel du peuple béninois en lui disant que davantage le ciel s'assombrit et que le silence actuel du peuple est loin d'être une expression d'adhésion à sa gouvernance, mais plutôt un signe de résignation. C'est un grondement sonore dans un ciel lourd de nuages. C'est pourquoi nous devons prier, mes chers compatriotes, pour notre pays. La dernière raison est l'exhortation permanente du président d'honneur du Parti Les Démocrates, le docteur Thomas Poni Yahi, à la prière pour la paix dans notre pays, la paix sur le peuple béninois, la paix en Afrique et en tout temps et en tout lieu. Je voudrais ici même souffrir avec vous parce que je sais que le camarade
Joël Aïvo, pour qui nous avons de l'estime, il est d'ici. Que nos prières également aillent en sa direction, qu'il se porte bien et qu'il retrouve très prochainement sa famille, ses enfants et surtout ses étudiants. Il y a fort longtemps que la 20e circonscription électorale n'a plus donné de députés à un parti d'opposition. En se faisant élire député de la 9e législature sous la bannière du Parti Les Démocrates, Célestin Oussou a prouvé que la 20e circonscription électorale n'est plus une citadelle imprenable et que son parti a les arguments pour s'ancrer davantage dans les cœurs des populations de cette partie du Bénin. Sans aucun discours démagogique, les populations de la 20e circonscription électorale ont compris que de nos jours, l'avenir du Bénin est clairement porté par le Parti Les Démocrates. Elles sont désormais déterminées, gonflées à bloc, pour faire enraciner le parti dans la 20e circonscription électorale afin qu'en 2026, il y ait au moins 4 députés, les 5 mairies et que le prochain président de la République soit issu du Parti Les Démocrates. Cette détermination du député Célestin Oussou et des populations de la 20e circonscription électorale est fortement encouragée par les responsables au plus haut niveau du Parti Les Démocrates. À partir de ce moment, je vous invite, chers frères, dans l'union, dans la solidarité et avec détermination, à nous mobiliser pour renforcer les bases du parti, afin que aux prochaines élections, il n'y ait aucun espace, aucun bureau de vote où il soit possible de renverser nos résultats. Le Parti Les Démocrates se réclame le parti du peuple et il compte rester fidèle à cette ligne pour le bien-être des populations. Pour finir avec le sport, PIS ONG est toujours dans sa dynamique d'apporter la joie partout sur le territoire national. Cette année 2023 a vu se tenir la 5e édition de la finale du tournoi de football dénommé Vacances dans la commune de Komassé. Voici le compte rendu. La commune de Toribosito, en maillot couleur or, s'est octroyé la 5e édition du tournoi Vacances PIS sur le terrain de son adversaire, ici en jaune. Le coup d'envoi de cette finale a lancé les deux équipes dans un duel riche en spectacles, sous l'admiration d'un public qui a fait le déplacement massif. La première mi-temps a révélé deux équipes en quête de but, un résultat recherché par PIS ONG en initiant un pareil tournoi. Nous avons identifié des périodes de vacances comme des périodes de grande mobilité des enfants. Et si les enfants partent de leur localité, le risque est très grand qu'ils ne reviennent plus pour la rentrée. Et ce qu'ils recherchent souvent, ce sont des activités d'épanouissement en allant dans les grandes villes qui entourent leur localité. Et nous avons imaginé qu'en leur apportant ces jeux-là pendant les vacances dans leur localité, ça leur permettra de vivre des vacances heureuses et de rester dans leur localité pour pouvoir reprendre les classes après. À la reprise, les incursions de part et d'autre se sont révélées vaines. La pression d'un côté comme de l'autre n'a pu changer le cours du jeu, toujours 0 but partout. C'est au cours des tirs au but que Toribosito s'est montré plus adroit que son adversaire. Déception d'un côté, la liesse de l'autre. La victoire m'a beaucoup plu et je suis en joie. Et j'aimerais remercier mes coéquipiers qui m'ont poussé à gagner le trophée. En dehors de la finale, PIS ONG a organisé des concours de chorégraphie, de déclamation de poésie entre les apprenants des deux communes. Dans l'ensemble, l'objectif est atteint et c'est la satisfaction pour PIS ONG. Constatez que PIS ONG, ce n'est pas que la dotation en matériel en faveur des groupements féminins pour la production. Vous constatez que ce n'est pas que le renforcement de capacité de nos candidats à l'approche des examens pour avoir de très bons résultats aux examens dans les collèges où nous intervenons. À travers cette liesse populaire de ce soir, avec
cette finale très enlevée que nous avons vécue, constatez évidemment avec moi que PIS ONG, ce n'est pas que la dotation en fourniture scolaire au profit des enfants vulnérables, les scolaires, au début de la rentrée. Vous constatez enfin avec moi que PIS ONG, c'est un accompagnement holistique pour donner à l'enfance au Bénin le mieux-être. Et je suis très content ce soir de constater cela avec vous. Et je félicite les différentes personnes, les différents candidats qui ont presté. Et ensuite, je félicite mes enfants pour nous avoir offert un jeu plaisant. Les finalistes malheureux, tout comme les gagnants, ont reçu d'enveloppes de ballons de trophées. Aussi, chorégraphes et poètes en herbe ont-ils reçu de récompenses composées de fournitures scolaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.